Bonjour à tous, on va commencer ce webinaire. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons voir la partie modélisation et vérification des profilés en acier formés à froid, selon l'Eurocode 3, partie 1.3, et on s'intéressera ici au logiciel RFM6. Donc je suis Damien Tonnet, je suis votre présentateur. Je suis ingénieur support technique chez Delubal Software à Paris. Je suis ingénieur structure spécialisé bois, diplômé de l'ENSTIB, également ingénieur du coup ici support multimatériaux chez Delubal. Bonjour à tous, je suis Cosme Acea, ingénieur structure, diplômé de l'Université des sciences appliquées de Francfort en Allemagne. Et au sein de la filiale Delibal France, je suis actif sur les ventes et aussi le support technique, également gérant de la filiale. Durant ce webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai là pour les répondre. Et à la fin, n'hésitez pas à les envoyer aussi par email. Bon webinaire à tous et Damien, tu peux commencer. Ouais, ça marche. Donc pour les questions, vous pouvez passer directement via l'interface de GoToWebinar. Et si vous avez la zone dédiée aux questions, ou sinon, comme M. Assiel a précisé, vous pouvez les faire suivre à info@delubal.fr. Au niveau de ce webinaire, on va voir plusieurs points. Tout d'abord, on va voir le flux de travail lorsqu'on est sur des profilés formés à froid. On passera ensuite sur R-section pour voir comment créer une section assez rapidement. Puis on passera sur le modèle. Donc là, on traitera, on verra ce modèle de rack. Donc on verra un peu ce qui a été fait dessus. On traitera ensuite la partie charge, notamment avec la définition des cas d'imperfection et les réglages après que l'on peut effectuer au niveau de la partie combinaison. Puis on finira avec la partie vérification des profilés formés à froid selon l'Eurocode 3, partie 1.3, et avec l'interprétation des résultats à ce niveau-là et la documentation. Donc, tout d'abord, par rapport au flux de travail au niveau de RFM pour les projets avec des profilés formés à froid. La première question qu'on va avoir, c'est de savoir si les profilés sont issus de la bibliothèque, sont présents dans la bibliothèque RFM, ou si on devra les créer. Dans le cas où ils sont créés, ils sont déjà présents dans la bibliothèque, on pourra directement les exploiter avec le module vérification de l'acier. C'est-à-dire que là, on aura déjà le calcul de section efficace qui sera disponible directement dans le module vérification de l'acier. Dans le cas où on serait sur des profilés spécifiques qu'on est obligé de venir créer soi-même, qui sortent des standards, là-dessus, on pourra passer directement dans R-section pour venir créer son profil. Et donc, ça demandera d'avoir le logiciel R-section avec son extension section efficace. Et ensuite, on pourra exploiter ces sections-là dans le module vérification de l'acier. Ensuite, au niveau du projet, il faudra savoir si nos poutres ou si nos éléments sont soumis à de la double flexion ou torsion sur des sections notamment non bisymétriques. Si on n'a pas de double flexion de torsion sur les sections non bisymétriques ou à double symétrie, on va pouvoir directement faire des vérifications des sections, faire l'analyse de stabilité et le contrôle de flèches, si on vient paramétrer les vérifications de flèches, directement selon l'Eurocode 3, partie 1.3, dans le module vérification de l'acier. À savoir que dans la prénorme de l'Eurocode 3.1.3, il y aura aussi des méthodes simplifiées qui sont annoncées avec notamment pour tout ce qui est analyse de stabilité à la flexion biaxiale combinée, à un effort normal, pour tout ce qui est section monosymétrique. Donc là, il y aura aussi des nouvelles choses qui arriveront par la suite dans l'Eurocode 3. Dans le cas où on a de la double flexion ou de la torsion qui s'applique sur des sections
donc non bisymétrique, on aura besoin de passer sur la partie analyse du second ordre, donc directement faire une analyse, déterminer les efforts internes selon une analyse du second ordre, considérer la torsion de gauchissement et tout ce qui est imperfection locale et globale au niveau du modèle. Là, ça demandera donc à passer par le module flambement par flexion-torsion. Éventuellement, on peut aussi passer avec le module stabilité de la structure pour pouvoir avoir les modes d'instabilité éventuellement de la structure et pourquoi pas l'utiliser pour définir les imperfections avant de passer par une vérification dans le module vérification de l'acier. Dans le cas où on passe par une analyse du second ordre et que du coup on réalise une analyse de stabilité en tenant compte des efforts internes du second ordre, des imperfections locales, globales, on n'aura pas besoin de effectuer une analyse spécifique de stabilité par rapport aux méthodes simplifiées, donc méthode de la barre équivalente ou méthode générale de l'Eurocode 3. Donc on va maintenant voir l'utilisation de RFM6. Tout d'abord, on va passer sur R section et on va voir déjà comment créer une section si on a besoin de créer son propre profilé. Au niveau de R section, vous pouvez directement créer votre propre section, directement la tracer dans le logiciel. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de venir importer un fichier DXF. Donc dans R section, vous pouvez directement passer par fichier importer et ici vous pouvez importer un DXF. Au niveau du DXF, j'ai déjà ma section ici. Mon DXF, je l'importe. Au niveau des imports de DXF, vous avez plusieurs options. Soit vous importez le DXF brut tel quel et vous allez pouvoir travailler directement sur la base du tracé DXF. Soit vous pouvez, si vous avez par exemple les parois de votre section qui sont modélisées, vous pouvez demander à importer ce dessin de section et laisser R section générer les différents éléments qui seront utiles à la section. Donc, vous pourrez partir sur celle-ci, la deuxième option. Et dans le cas où votre DXF correspond juste à l'axe neutre en fait de votre profilé, donc juste une ligne qui trace votre profilé, votre section, vous pourrez passer sur la troisième option. Donc là, nous, c'est ce qu'on va faire. Dans le fichier DXF, j'ai juste la ligne d'axe neutre de ma section qui est tracée. Donc ici, je viens directement assigner une épaisseur, 3,5 mm, qui va suivre ce tracé-là. Ensuite, on va pouvoir venir choisir son matériau. Donc ici, comme dans RFM, on retrouve la même présentation. On va pouvoir venir chercher nos matériaux. Alors ici, je vais soit chercher via la liste, les listes déroulantes ici de filtres, ou soit sinon, si j'ai déjà ma référence de matériaux, je peux venir taper sa référence et directement venir sélectionner mon matériau. OK. Et on va pouvoir valider. Ici, on n'a rien d'autre à changer par rapport à l'import de notre DXF. Je valide. Et donc là, R section importe notre fichier DXF. Donc on peut le voir ici. Ici, lors de l'import et de la génération de notre section, on a tout d'abord la pièce qui est tracée. Ici, on a aussi tout ce qui est ligne de contour. Donc initialement, on avait juste la ligne d'axe neutre qui a été tracée, importée du DXF, et R section a généré tout le reste du contour de notre section. On a notre pièce qui est représentée, donc là l'air qu'on peut voir qui s'affiche en jaune puisque je l'ai sélectionné de notre section. Et puis on a d'autres éléments qui sont créés. Ici on peut voir des éléments arc, ligne, qui sont présents et qui seront utilisés après pour le calcul des propriétés de notre section.
Avant de poursuivre, je vais aller dans les propriétés, dans les données de base de notre modèle. Et ici, je vais venir faire les petites modifications par rapport au type d'analyse. On est ici sur des profilés à parois minces, donc profilés formés à froid ou section laminée. On partira aussi sur le même réglage si on a des H ou des I un peu spécifiques. Là, c'est ce sur quoi je pars, une analyse des éléments à parois minces. Et ensuite, on va choisir le type de fabrication. Donc là, on est sur les profilés formés à froid. Ensuite, on va pouvoir venir préciser la partie norme. On va notamment faire le calcul de section efficace. On va pouvoir venir choisir la norme Eurocode 3 partie 1.3 pour les profilés formés à froid. Donc on va valider ça. Et ensuite, au niveau de notre modèle, qu'est-ce qu'on va pouvoir visualiser maintenant? Ça va être les sous-panneaux. Donc là, je peux aller dans la partie afficher et ici, je vais aller activer les sous-panneaux. Donc là, on peut voir que sur notre modèle, on a une représentation graphique qui s'ajoute. Ces représentations, ça va être ici les sous-panneaux à ce niveau-là. En fait, ça va correspondre à nos zones aussi nos rapports C sur T qui seront référencés après au niveau de la section. Ici, je peux directement exécuter le calcul. Donc là, on fait juste un calcul de propriété de section. On pourrait faire le calcul pour l'analyse de la section efficace. Il faudra juste rentrer des charges, des efforts normaux, efforts de cisaillement au niveau de notre section dans un cas de charge. Ici, on va se contenter juste de la partie analyse, calcul de propriété de section et on verra après que dans le module vérification acier, on a ce calcul de section efficace qui sera également effectué. Donc là, on retrouve les propriétés de la section et ensuite ici, alors dans la partie analyse de section efficace, je n'ai pas de résultat ici. Il me dit qu'il faudrait que je rentre un cas de charge, mais vous avez cependant les sous-panneaux qui sont visibles. Ça vous indique aussi ces éléments-là au niveau du calcul, s'ils sont maintenus en début, en fin. Donc là, vous avez aussi la main sur ces paramètres-là si jamais il y a besoin de les réajuster à ce niveau-là. Et puis on retrouve les rapports C sur T qui sont calculés automatiquement. OK. Cette section-là, après, vous pouvez la valider une fois qu'elle est calculée, la sauvegarder, et on pourra après la récupérer au niveau de RFEM. Donc, on va basculer maintenant sur RFEM, et ici, on va s'intéresser dans ce webinaire à un modèle de rack. Donc ici, on a le modèle qui est réalisé. Au passage, vous avez au niveau de RFEM 6, dans les dernières versions, une petite actualisation sur des raccourcis, notamment en bas de votre fenêtre de l'interface, vous avez des nouveaux raccourcis qui sont ajoutés. Là, je vais masquer la grille du plan de travail pour la suite du webinaire. Ici, on est sur un modèle de rack, donc je vais juste vous montrer un point intéressant si vous êtes sur ce type de projet-là. Au niveau de la partie normes, donc quand vous créez votre modèle, pour tout ce qui est assistant de combinaison, vous avez accès justement à différentes normes, dont la norme 15512 qui correspond justement à la norme spécifique pour tout ce qui est rack de stockage. Donc là, selon la partie Eurocode européenne, norme européenne. OK. Pour le moment, on n'a pas d'autres modules d'activer. On reviendra dessus juste après. Donc, je reviens sur le modèle. Ici, au niveau de ce modèle-là, on a nos sections. Alors, on a des montants et toutes les barres sont des profilés formés à froid. Nos montants ici, si je double-clique sur une barre, on retrouve notre section oméga qu'on a créée dans R-section précédemment. Je vous ai montré comment la créer. Pour venir assigner cette section-là dans un modèle RFEM, ce sera simple. Il faudra juste ouvrir la bibliothèque et ici, on retrouve le lien R-section. Ici, on pourra directement cliquer dessus. Ça va nous ouvrir le Delubal Center. Et ici, vous pourrez récupérer du coup la section que vous avez créée. Là, j'ai plusieurs sections, par exemple, qui s'affichent. Je peux venir récupérer la section qui m'intéresse, réinjecter dans mon modèle. OK.
là, je peux quitter le Delubal Center. Et du coup, vous pourrez assigner vos propres sections au modèle. Vous avez également sur ce modèle-là un autre type de section pour les traverses ici qui vont supporter par exemple nos palettes. Ici, vous avez une autre section qui a également été créée via RSection ici. Et si vous regardez au niveau des propriétés de la section, vous allez retrouver des informations, notamment tout à l'heure dans les paramètres de la section. Dans RSection, on est venu faire quelques réglages. Donc là, ici, quand vous importez une section créée via RSection dans RFM, vous avez l'information comme quoi elle a été générée via RSection. Et puis, au niveau de type de fabrication, vous retrouvez le réglage qu'on avait choisi, formé à froid. Et puis après, vous retrouvez qu'on est sur des modèles à parois minces, qui correspond bien au réglage que vous aviez choisi dans RSection. Si je repasse sur celle que l'on a créée, on va retrouver des informations, les propriétés de la section. Vous retrouvez après des données par rapport aux propriétés, aux points qui composent les contours de votre section, les lignes qui composent votre section, la pièce. Donc là, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure qui s'affichait en jaune. Donc c'est toute l'aire de votre section ici. Et puis ensuite les points de contrainte qui seront également exploités dans le calcul. OK. Et on va pouvoir continuer. Au niveau de ce modèle-là, on a défini des liaisons, des articulations entre les barres. Donc on a ici des éléments de contreventement entre chaque poteau. Et ici, sur ces éléments-là, on a défini des articulations. Alors sur les articulations, on est venu définir un paramètre avec des raideurs. Donc au niveau des articulations de barre, vous pouvez définir des raideurs. Ici, on est venu renseigner une raideur selon l'axe X local de la barre. Donc là, on a une raideur de 1300 kN par mètre. Et ensuite, on a libéré la rotation autour de phi-z pour cette barre-là. Donc aux deux extrémités de notre barre. Et également, on a nos traverses. Nos traverses sont fixées sur nos montants ou nos poteaux avec un système de fixation spécifique. Donc là, ici, on a aussi également une propriété. On est venu renseigner un degré de liberté. On a activé un degré de liberté en rotation autour de phi y, sur lequel on est venu renseigner une raideur en rotation pour ce degré de liberté. OK. Et dernier point, vous pouvez, alors sur le modèle, on a des appuis. Par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres webinaires, on avait des appuis qui s'affichaient en vert. Ici, on voit qu'ils s'affichent en bleu. Donc la raison, c'est que ici, on a une non-linéarité qui a été définie. Donc je peux aller dessus. Et vous avez ici, au niveau de ces appuis-là, des degrés de liberté qui sont bloqués, les degrés de liberté en rotation autour de phi x, phi y qui sont libérés, on a bloqué phi z. Par contre, on peut voir que sur phi x, on a défini un diagramme de rigidité. Donc là, vous pouvez définir différents degrés, différentes non-linéarités sur vos appuis. Et ici, si on regarde dans l'onglet diagramme de rigidité, on peut voir que, en fait, au niveau de cet appui-là, en rotation, on est libre en rotation dans une direction, et puis dans l'autre direction, on a un certain jeu. Ensuite, on a une loi de comportement avec une raideur qui est définie, puis après un plateau, donc un comportement plastique à la fin au niveau du comportement de cet appui. Donc ici, vous pouvez définir également pour ces appuis des comportements spécifiques. Au niveau de ces définitions, que ce soit les raideurs en extrémité de barre ou bien ici la raideur au niveau de l'appui, vous pouvez alors soit les calculer par rapport à des données fabricants, soit vous pouvez aussi les récupérer suite par exemple à des tests. Donc de manière expérimentale, vous pouvez récupérer ces données-là et renseigner au niveau que ce soit des articulations de barre ou bien des appuis du modèle. On va passer maintenant au niveau du chargement. Donc pour le chargement
de ce projet, de ce modèle, vous avez ici 3 cas de charge. Donc un premier cas de charge qui est le cas de charge poids propre de la structure, donc poids propre des éléments modélisés. On va également avoir un cas de charge unitaire. Donc là, ça va être le chargement de chaque niveau de nos racks ici. Donc là, on est venu définir directement une charge linéique sur nos barres et petite spécificité ici sur nos charges, on est venu considérer un excentrement. Donc là, vous avez possibilité quand vous définissez des charges au niveau des barres de considérer un excentrement de barre et un excentrement de la charge pardon, par rapport à la barre. Et là, on est venu positionner la charge sur la face supérieure de notre barre. Vous pouvez également venir renseigner manuellement, de façon numérique, la valeur d'excentrement de la barre, de la charge par rapport à la barre. OK. Et puis, dernier point, ici, on a un modèle avec entre les éléments qui viennent connecter, on a défini une poutre qui est en fait le support d'un rail pour une grue. Et donc on est venu définir ici un dernier cas de charge horizontale qui correspond ici à une charge par rapport à une grue qui viendrait charger ici une charge horizontale de grue sur notre rack. OK. Donc ici, on a nos 3 hypothèses de chargement qui sont considérées pour notre modèle. Pour la suite de l'étude, ce qui va nous intéresser ici, ça va être notamment, par exemple, de calculer les montants de nos racks, ou les poteaux de nos racks, éventuellement après les contreventements, des éléments qu'on a représentés, qu'on a modélisés ici. Étant donné que nous sommes ici sur un modèle avec une section avec une simple symétrie monosymétrique, on va ici faire une analyse du second ordre avec considération des imperfections. Vous pouvez également, on l'a mentionné dans le flux de travail aussi, si vous le souhaitez, utiliser le module stabilité de structure, ce qui vous permettra de sortir le facteur de charge critique du modèle à ce niveau-là. Donc ici, ce qu'on va venir combiner en plus pour l'analyse, ce sera la notion de flambement par flexion-torsion. Donc là, ici, on va venir activer en plus ce module. Donc pour cela, je peux revenir dans les données de base et venir activer dans la partie module l'option flambement par flexion-torsion, qui permet d'activer un 7e degré de liberté, qui sera la notion de gauchissement au niveau de nos sections. Et on pourra notamment définir des maintiens. Et je vous montrerai également ce que peut aussi activer ce module-là au niveau de vos barres. Donc voilà, je valide. Et ce que l'on va faire ici, on va avoir la notion de torsion, de gauchissement par torsion qui sera à prendre en compte. Et ici, par défaut, il va le prendre. On va avoir une continuité individuellement sur les barres. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'au niveau des poteaux, des montants, on va vouloir avoir une continuité sur plusieurs barres. Puisque là, si on regarde, on a tronçonné nos barres. Donc là, on va justement venir créer des ensembles de barres pour maintenir cette continuité au niveau du comportement sur cet aspect-là, flambement par flexion-torsion. Donc je vais venir directement dans la partie visibilité, venir faire une visibilité par rapport à nos sections de montant, ici. Et puis je vais faire un lasso sur toutes mes barres et je vais faire créer un ensemble de barres. Donc automatiquement ici, il va détecter que toutes mes barres ici, elles sont en ligne et elles sont
c'est des lignes dissociées. Donc, il me propose de créer 12 ensembles de barres. On va pouvoir valider et on va avoir maintenant 12 ensembles de barres qui sont créés. L'activation du module, si on regarde sur les propriétés de l'ensemble de barres, on peut voir ici qu'on a justement la notion de gauchissement par torsion. Et ici, on a la possibilité éventuellement, si on voulait que chaque barre de notre ensemble de barres reste considérée comme des tronçons individuels, on pourrait demander que le gauchissement par torsion soit discontinu, et dans ce cas-là, on regarderait que barre par barre ce qui se passe. Là, ici, en laissant cette case non cochée, on va avoir un comportement continu à ce niveau-là. L'activation du module, alors là, elle ne va pas nous être utile pour les profilés formés à froid, mais vous pourrez aussi l'utiliser éventuellement si vous êtes sur des I, des H, pour définir des raidisseurs transversaux au niveau des barres. Donc ça aussi, c'est une option qui s'active automatiquement quand vous activez ce module-là. OK. Et puis, on va pouvoir poursuivre nos réglages. Donc ici, on va venir rajouter, comme on fera une analyse au second ordre, on doit considérer des imperfections. Donc, on va venir ajouter des cas d'imperfection sur notre modèle. Les cas d'imperfection, on va venir les créer. Vous les avez directement, vous avez un dossier dédié directement dans le navigateur données. Ici, imperfection, cas d'imperfection, et on va créer un nouveau cas d'imperfection. Ici, pour cette imperfection, la première, je vais mettre un défaut d'aplomb et ici, dans la direction plus X. Je vais mettre des minuscules. OK, et je valide. Donc là, je crée mon premier cas d'imperfection et je vais devoir ensuite préciser le type d'imperfection que je vais y définir, y associer. Ici, on va venir définir une imperfection sur des ensembles de barres. Et donc là, on va venir créer une nouvelle imperfection, un défaut d'aplomb en relatif. Et là, on va venir changer. Je vais mettre 1 sur 500. Et pour la direction, on avait dit en X global. Donc là, je vais mettre XL ici. Et puis, on va pouvoir ensuite venir l'assigner. Donc là, je peux venir sélectionner tous mes ensembles de barres. OK. Et valider. Je vais annuler le mode de visibilité. Et ici, on va voir justement la représentation de nos imperfections. Alors ici, on peut voir qu'on a les imperfections en tête, comme on le souhaite. Par contre, ici, on a nos imperfections qui sont en pied. Donc là, on va juste venir réajuster un point qui sera l'orientation de nos ensembles de barres. Donc là, ici, je peux venir tout sélectionner, sélectionner les ensembles de barres et venir inverser l'orientation des ensembles de barres pour pouvoir redéfinir l'imperfection dans la bonne direction. Les charges ou les imperfections, vous pouvez faire un clic droit dessus pour pouvoir réajuster le rendu graphique, la représentation graphique des imperfections ou des charges sur votre modèle. Ensuite, je vais pouvoir créer un autre cas d'imperfection et pour cet autre cas, je vais juste déjà faire une copie du précédent dans la direction plus Y. Et ce qu'on va pouvoir juste faire, c'est venir modifier du coup les imperfections qui ont été générées. Et cette fois-ci, on va dire que c'est dans la direction YL, ici, global, pour le défaut d'aplomb en plus Y. OK, donc là, on a nos deux cas d'imperfection, Y et plus X. Donc là, défaut d'aplomb. On va venir rajouter maintenant un nouveau cas et cette fois-ci, ce sera des imperfections de type imperfection en arc. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir isoler une trame ici d'éléments de contreventement et mes deux montants et je vais venir isoler ça graphiquement. OK. Et ce qui va nous intéresser, alors, vous pouvez passer éventuellement en affichage filaire. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez par la suite, définir directement les imperfections en faisant une sélection
directement en renseignant les numéros des barres, vous pouvez afficher la numérotation des barres. Moi, je vais rester ici avec juste l'affichage en filaire de nos éléments. Et on va venir créer des nouveaux cas d'imperfection. Et cette fois-ci, on sera sur des imperfections en arc dans la direction X. Et je valide. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir indiquer mes imperfections. Cette fois-ci, on va venir définir des imperfections sur les barres. Et ici, comme on est venu tronçonner les barres, on va venir faire l'application d'imperfections en arc sur des listes de barres. Donc là, ici, on va appliquer sur les listes de barres. Et puis ici, donc, je vais juste changer le type d'imperfection, imperfection en arc initial. Ici, je vais passer en manuellement et relatif. Et puis là, ici, je vais juste changer la valeur par 250. Et l'orientation de l'imperfection, comme précédemment, la définir selon le repère global en XL ici. Je vais venir après réajuster l'orientation des imperfections en arc. Donc ici, je vais venir sélectionner ma première liste de barres, ça va être ces deux barres-là. Je fais valider et appliquer, et puis je peux continuer. Donc là ici, j'ai mon imperfection en arc qui est représentée, je valide. OK, et je fais appliquer et suivant. Et ça me permet ici de venir sélectionner et d'appliquer mes imperfections et tout en restant dans la même fenêtre, je peux venir appliquer mes imperfections en arc. OK. Et la dernière liste de barres pour ce côté. OK. Je passe sur le deuxième. Alors là, je l'ai ici. Et après, on viendra réajuster l'orientation des imperfections. Hop. Voilà, je peux venir sélectionner directement là. Et la dernière série, ici. OK. Donc là, ici, on a orienté toutes les imperfections en arc dans la même direction. En réalité, on devrait avoir une imperfection sur deux avec un changement de direction, d'orientation. Donc là, ici, je peux venir directement sélectionner une imperfection sur deux. Et puis, on va directement venir corriger l'orientation. Donc là, en -X. OK. Et on a maintenant nos imperfections qui sont orientées dans les bonnes directions. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir afficher le reste du modèle et les imperfections que l'on vient de créer, on va pouvoir les copier sur les autres montants, les autres poteaux. Donc ici, je vais pouvoir directement venir sélectionner dans le navigateur ici les imperfections. Je vais faire une copie par translation. Donc là, on en fait deux copies. Ici, je viens sélectionner le vecteur de translation, sélectionnant les deux nœuds d'extrémité de notre traverse. Et on peut valider. Et on a nos imperfections qui sont copiées sur les autres barres. Ici, je peux venir sélectionner de nouveau toutes les imperfections et maintenant on va faire une symétrie pour les récupérer sur les autres montants de l'autre côté. Donc là ici, je vais faire une copie par symétrie, créer une copie selon, alors le plan de symétrie c'est YZ, le point de positionnement du plan de symétrie, on va prendre par rapport au rail ici qui est à mi-distance entre nos deux racks. Et on peut valider. Et on a donc nos imperfections qui sont créées. Ensuite, pour la direction Y, au niveau de ces imperfections en arc, on pourra procéder de la même façon que l'on vient de procéder pour la direction X.
Donc on pourra venir générer aussi les imperfections sur Y. Donc là, je vais directement passer sur le modèle suivant où ces imperfections sont déjà présentes. Donc là, ici, on est venu, si j'affiche ça en filaire pour alléger la vue, on va pouvoir voir, on a défini les imperfections dans la direction Y en fonction de la position de nos traverses pour les racks. OK? Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve donc avec 4 cas d'imperfection et ce qui va nous intéresser, c'est de regrouper ces imperfections entre elles. Donc là, ici, on va pouvoir retourner dans la partie imperfection et on va créer un nouveau cas d'imperfection. Ici, alors je ne vous ai pas montré en détail tout à l'heure, mais on était resté sur les imperfections locales. Vous avez plusieurs options, charge fictive issue d'un cas de charge, vous avez défaut d'aplomb via les tableaux, déformation statique, et vous avez une dernière option, c'est groupe de cas d'imperfection. Ici, donc, on va pouvoir venir créer nos groupements, nos combinaisons d'imperfections. Ici, donc, je vais avoir 2 éléments à prendre. Je vais, dans mon premier groupe, venir récupérer le cas d'imperfection numéro 1 que je vais cumuler au cas d'imperfection numéro 3. Au niveau de la combinaison du groupement, ça sera un groupement en et. Donc, ce sera donc ici le cas d'imperfection, donc CI1 plus CI3 qui sera considéré. Je peux procéder de la même façon. Cette fois-ci, ce sera CI2 avec CI4. Et ici, je vais juste changer donc, les cas d'imperfection, le 2 avec le 4. OK. Et puis après, on va venir inverser les imperfections en arc. Donc là, on peut venir refaire une copie des 2 cas. Et sauf que cette fois-ci, on va faire un moins pour les 2 cas. Et pour faire un moins, on va juste changer le facteur par -1 dans nos 2 groupements de cas d'imperfection. OK. Pour la suite, au niveau de nos combinaisons, ce qui va nous intéresser, c'est d'exploiter justement ces groupes de cas d'imperfection. Donc du coup, ceux-là, on va pouvoir, les cas d'imperfection seuls, on va pouvoir les désactiver ici du calcul pour pas les considérer dans les combinaisons de charges qui seront générées par la suite. OK, je valide et on peut justement s'intéresser à la suite. Ici, on peut voir nos groupements justement d'imperfections qui sont présents sur le modèle. Et ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est de gérer la partie assistant de combinaison. Donc je vais basculer ici sur, alors si je me mets sur les ELU ici, je peux ouvrir le cas de charge, la partie fenêtre cas de charge et combinaison. Au niveau de nos situations de projet, on est bien selon la norme 15512. Ici, les combinaisons, elles sont générées selon la norme. Donc, on retrouve ici l'expression de combinaison spécifique à la norme. Vous avez plusieurs situations de projet. Ici, on a les 2 cas ELU qui sont considérés. Et pour ces 2 situations de projet, on va venir paramétrer l'assistant de combinaison. Donc l'assistant de combinaison, on peut choisir ici la méthode d'analyse, géométriquement linéaire, second ordre. Donc là, on va partir sur du second ordre. Vous avez également la main ici éventuellement pour rentrer plus en détail s'il y a besoin de modifier le nombre d'incréments ou autre, et le nombre d'itérations. Ici, comme on fait une analyse au second ordre et qu'on veut considérer nos imperfections, on va venir activer l'option considérer les cas d'imperfection. OK. Ce qui veut dire que maintenant, quand on va avoir nos combinaisons qui vont être générées, on va avoir pour chaque combinaison, en fait, chaque combinaison va être générée 4 fois, puisqu'on a 4 cas d'imperfection différents, et on va les retrouver ensuite. Ici, par exemple, on peut voir qu'au niveau des combinaisons d'actions, on a des facteurs communs pour celui-ci, 1,30 fois A1. Donc là, je peux en désactiver un si je veux réduire le nombre de combinaisons générées. Et ici, on peut voir que donc une même combinaison est générée 4 fois, pardon. Et ce qui va changer dans ces 4 combinaisons, ce sera le cas d'imperfection considéré. Donc là, ici,
on a nos 4 cas d'imperfection qui seront considérés au calcul. OK? Donc voilà à ce niveau-là pour la partie définition de nos combinaisons et de nos assistants de combinaison. On va pouvoir passer maintenant sur la suite pour la partie vérification acier. Donc pour la partie vérification acier, je vais venir activer dans les données de base le module dédié qui est ici, vérification de l'acier. Dans la partie norme, ici, je vais pouvoir choisir la norme, Eurocode 3, avec l'annexe nationale qui m'intéresse, donc celui de la France pour notre exemple. Et ici, on retrouve également la vérification de l'acier formé à froid selon Eurocode 3 qui est active. OK, je valide. Et l'activation de ce module-là va venir ajouter des fonctionnalités au niveau de nos barres et de nos ensembles de barres dans le modèle. Également, on a des nouveaux dossiers, type pour la vérification de l'acier qui est actif, ou également vérification de l'acier qui est également disponible à présent. Ici, on va s'intéresser à nos ensembles de barres. Donc là, ici, on va pouvoir venir directement sélectionner tout. Alors, je vais peut-être masquer juste l'affichage des imperfections ici. Et ce qui nous intéresse ici, en sélectionnant, en faisant la sauce, je vais pouvoir venir isoler juste les ensembles de barres et faire une modification sur ces ensembles de barres. Ici, vous avez maintenant la partie propriété de calcul qui est disponible. Vous pouvez la cocher. Ça veut dire que là, au niveau du calcul des vérifications acier, ce ne sera pas chaque barre de l'ensemble de barres qui sera calculée individuellement, mais ce sera vraiment l'ensemble de barres, donc la série de barres qui sera considérée comme une seule barre qui sera calculée. Vous avez également 3 onglets supplémentaires qui seront disponibles. Donc ici, vous allez pouvoir, dans le cas où on aurait par exemple une poutre, une section à double symétrie, on pourrait passer avec les analyses éventuellement de la barre équivalente ici. Ici, nous, on est sur la méthode d'analyse second ordre. On va considérer l'analyse de stabilité via l'analyse des efforts internes et la considération des imperfections. Donc, on ne va pas venir paramétrer cette partie-là, mais on va pouvoir aller dans la partie configuration de calcul. Pour notre exemple, ici, on ne s'intéresse pas à la partie ULS ou feu, on va regarder juste la partie ULU. Et ici, vous allez pouvoir paramétrer les réglages ULU pour vos barres. On peut avoir ici plusieurs réglages. Par exemple, on pourra très bien avoir ici notre premier réglage qui sera dédié, alors on va les appeler montants, pour les montants de nos racks. Et puis après, on pourra faire d'autres réglages éventuellement pour, par exemple, les contreventements et ainsi de suite. Ici, pour nos montants, on a dit qu'on s'intéressait à une vérification avec une analyse du second ordre. Donc, je vais désactiver la partie vérification de stabilité ici avec les autres méthodes. Et je vais venir activer ici, par contre, l'analyse de stabilité avec effort interne du second ordre qui vient utiliser le gamma M1 pour le calcul. Ici, vous retrouvez différentes options de calcul pour la partie value. Vous retrouvez également notamment des paramètres spécifiques pour les sections formées à froid selon l'Eurocode 3 partie 1.3. Et là, comme on est sur un profilé créé via R-section, je vais activer le calcul élastique selon 6.1.6 de l'Eurocode 3.1.3. OK. Et je valide. Donc là, le réglage a été effectué pour les ensembles de barres. Éventuellement, si on veut pour nos barres de contreventement, je peux éventuellement les isoler ici. Alors, ça doit être celle-ci. Voilà. Je vais pouvoir également faire un réglage si je souhaite. Donc là, même principe, on peut venir sélectionner nos barres et ici, venir activer la partie configuration. Ici, par exemple, pour cette partie-là, on sera sur un autre réglage. Donc, je vais venir créer un nouveau réglage. Par exemple, pour les contreventements, je vais mettre CV ici. Et puis également, ici, on fait l'analyse du second ordre. Et puis, on va pouvoir effectuer les vérifications. Donc là, on est sur des sections de la bibliothèque, donc je peux ne pas cocher l'option selon 6.1.6 et on va voir justement les vérifications qui seront faites sur ces barres-là. OK, et on va pouvoir passer
à la suite. Une fois que vous avez fait vos paramétrages au niveau de vos barres, on va pouvoir exécuter le calcul. Juste avant, vous allez avoir dans la partie tableau, ici, le récap des différents réglages pour la vérification de l'acier. Notamment ici, on va calculer sur la partie situation de projet ELU, nos deux situations de projet. Si jamais vous avez juste certaines combinaisons à sélectionner, vous pouvez venir choisir juste certaines combinaisons à calculer. Dans les objets à calculer, ici également, vous allez pouvoir faire un tri. Si jamais vous voulez calculer que certaines barres, par exemple là, on va calculer nos ensembles de barres, et puis on a réglé pour les contreventements, donc je peux venir éventuellement sélectionner les éléments de contreventement ici. Alors je peux passer éventuellement par ici par les sections. Alors je vais venir hop, ici et là. Directement par les visibilités comme tout à l'heure. Je vais faire un lasso. OK. Et je reviens sur l'affichage global ici. Donc là, vous pourrez choisir les éléments à calculer. Ensuite, vous retrouvez un récapitulatif des matériaux de votre modèle, des sections avec les sections en noir qui correspondent aux sections qui seront calculées, puis les configurations ELU, ELS, feu que vous avez éventuellement effectuées, et puis les réglages associés aux barres ou aux ensembles de barres qui seront à calculer. OK, vous pourrez ensuite directement exécuter le calcul en appuyant sur cette icône ici. Je vais directement passer sur un modèle ici avec les résultats exécutés, le calcul déjà exécuté. Donc ici, sur la partie vérification, vous allez retrouver différents points. Une fois que vous aurez exécuté le calcul, vous retrouverez donc là les ratios de vérification par situation de projet, par chargement, par vérification par matériaux ou par section, par barre, ensemble de barres, ainsi de suite. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi pas de consulter les résultats par section. Ça permet d'avoir une vue globale ici par rapport à nos sections sélectionnées, à nos barres sélectionnées pour le calcul. Ici, graphiquement, dans l'interface de RFEM, on va retrouver ici les résultats graphiques. Donc là, vous avez possibilité également de filtrer ce que vous affichez directement via l'affichage graphique. Donc là, on aura les différentes vérifications que l'on peut filtrer. Et ici, on a nos ratios qui sont disponibles. Vous pouvez également, dans la partie tableau, visualiser les détails de calcul. Donc là, par exemple, pour les aimants de contreventement, on a différentes vérifications qui sont effectuées. À savoir que là, dans la dernière version de RFEM, dans les dernières versions de RFEM 6, vous avez des vérifications supplémentaires qui ont été rajoutées, les contrôles de section, selon la partie 6.1 ou selon la partie stabilité, selon la partie 6.2 ou 6.3 également qui ont été ajoutés et qui viennent compléter les vérifications précédentes qui étaient précédemment disponibles. Donc ici, on retrouve les vérifications sur nos éléments de contreventement. Et là, on retrouve la vérification sur nos montants, ici, sur lesquels on a effectué directement l'analyse de second ordre également pour l'analyse de stabilité. On peut double-cliquer sur la ligne du tableau pour pouvoir avoir accès aux détails de calcul. Donc là, on retrouve les données d'entrée. Vous retrouvez le calcul de section efficace. Donc là, directement, le module effectue le calcul de la section efficace. Vous avez ensuite les différentes valeurs pour la vérification qui sont disponibles ici. Et puis, vous retrouvez ici les formules de calcul détaillées qui seront également affichées, disponibles ici, et que l'on pourra également envoyer au rapport d'impression directement via l'icône de l'imprimante ici. Au niveau de nos sections, vous pouvez également afficher les informations sur la section. Donc on peut, dans un premier temps, regarder ici la distribution de nos ratios. Il faut enregistrer ça.
Alors, juste enregistrer ça. Ici. Hop. Ok, excusez-moi pour les petits soucis Windows. Alors, ici, on en était sur les détails de résultats. Donc ici, au niveau de la partie vérification acier, vous avez accès, si vous prenez une section, accès aux détails de calcul directement. Vous pourrez afficher les résultats au niveau des sections. Vous pouvez également consulter d'autres points. Par exemple, ici, vous avez les propriétés de section et on va pouvoir aussi visualiser, par exemple, les modes de flambement de notre section. Donc là, on peut afficher ça en double. Ici, on a la courbe avec ici le facteur de charge critique en fonction de notre longueur ici. Et ici, vous avez possibilité de visualiser les modes. Donc là, sur la courbe, vous avez différents points. On peut se positionner sur ces points de la courbe et on pourra visualiser justement les différents cas d'imperfection, d'instabilité, pardon, de flambement, mode de flambement de notre section ici. Donc vous avez ces possibilités-là aussi dans les détails de la section, directement aussi dans les résultats ici du module de vérification ASI. OK. Et puis, dernier point, puisque là, ici, on est passé sur des analyses de stabilité sur la partie second ordre. Je vais basculer sur un autre exemple de modèle. Ici, une structure également avec ici une ossature métallique en profilé formé à froid. Ici, vous avez deux types. On va s'intéresser aux résultats sur deux types de sections. Notamment ici, on a des profilés. On est venu définir des profilés C en double C ici. Voilà, comme ceci. Et donc à ce niveau-là, si on regarde la partie résultats, alors j'ai déjà des résultats qui s'affichent puisque là on a des ratios qui sont disponibles, donc on peut les afficher graphiquement. Ici, on a les taux de travail ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est de rafficher le tableau ici pour avoir les détails de calcul. Donc ici, vous avez les vérifications sur les profilés C simples. Et puis là, si on regarde sur les double C, ici, on a également la partie analyse de stabilité qui est effectuée. Donc là, on pourra également regarder en détail ce qui se fait au niveau des vérifications de stabilité sur ces éléments-là. Donc là, on peut retrouver aussi le détail de calcul qui est disponible. Et ici, on peut voir le mode utilisé pour le calcul. Donc là, on est passé pour ces profils-là avec un réglage selon la méthode de la barre équivalente avec les longueurs efficaces pour le calcul. Donc voilà ce qu'on pouvait voir au niveau de la partie modélisation et vérification sur les profils formés à froid au niveau de RFM6. Sur le site de Delubal Software, vous pourrez également trouver donc différents services en ligne gratuits. Vous avez accès aux outils de zone de neige, vent et sismicité. Vous avez également accès à une bibliothèque de FAQ et d'articles de base de connaissances. Vous pouvez consulter. Vous retrouverez notamment des articles sur tout ce qui est profilé formé à froid. Et puis, vous pouvez également venir télécharger directement sur notre site des modèles, notamment les modèles présentés dans nos webinaires, vous les retrouverez, ce qui permettra de voir les réglages qui ont été effectués sur ces projets-là. Vous avez également toutes nos vidéos qui sont disponibles soit sur nos chaînes YouTube, soit directement sur notre site internet. Donc vous retrouverez notamment les webinaires et les vidéos d'informations sur les nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez également
Sur notre site, si vous n'avez pas encore téléchargé une version d'essai et que vous souhaitez découvrir le logiciel, vous pouvez demander une version d'essai directement sur le site de Delubal Software, donc une version de 90 jours pour pouvoir tester le logiciel. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter de Delubal Software pour pouvoir être tenu informé de nos prochains événements. Si jamais vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement par téléphone au 01 78 42 91 61 ou directement par mail à info@delubal.fr. Donc je vous remercie pour votre participation et votre attention et je vous dis à bientôt.